vous êtes les premiers en fait à avoir la primeur de cette présentation, de ce travail sur Voltaire. Et c'est pas tant une biographie de Voltaire, parce qu'il en est déjà beaucoup, mais c'est plutôt un objet que j'exhume, qui est la postérité, qui n'a rien à voir avec la gloire, qui est tout à fait autre chose, et c'est un objet à côté duquel on est passé. Et j'aimerais commencer simplement ma communication par ce mot, la chiasse des siècles. Parce que c'est ainsi que Voltaire considérait le XVIIIe siècle, c'est ainsi qu'il se voyait, c'est ainsi que les hommes des Lumières considéraient leur époque, pas du tout avec l'idéalisme évangéliste qu'on peut avoir aujourd'hui, qui consisterait finalement à idéaliser ce beau XVIIIe siècle. Eux considéraient que c'était simplement la chiasse des siècles. Et donc à partir de là, dans le désespoir de cause, comme on ne peut pas s'adresser à ses contemporains, ben, la chose la plus heureuse à faire est de se tourner vers ses neveux, sa progéniture, ceux dont on espère tout, c'est-à-dire ceux des générations à venir, donc vers la postérité. Et à partir du moment où on comprend que toute la philosophie du progrès, toute la pensée de l'amélioration de la société repose finalement sur l'espoir que les générations à venir seront meilleures que celles présentes, ben la postérité devient un objet fondé finalement. Et ça autorise en fait une relecture complète de Voltaire, et notamment des années farnésiennes, parce que je ne prends pas toute la vie de Voltaire, mais je prends le moment de précipitation des années de 1758 à 1778, où véritablement cette pensée l'obsède. Et on était passé à côté, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu à quel point Voltaire a fermé, désespère de son époque, désespère de la cour, désespère de la politique, il s'est fâché avec Frédéric II, et donc il se réfugie à la frontière suisse et décide d'écrire pour l'avenir. Et à partir du moment où on adopte ce prisme, il y a énormément de choses qui entrent en cohérence. Alors évidemment, ça c'est l'objet, c'est le ressort du livre que je viens de terminer, qui donc s'intéresse exclusivement donc, à Voltaire et aux années farnésiennes, et s'interrompt finalement, non pas en 78, mais avec quelques filaments organiques que je poursuis, le cerveau, le cœur, le corps de Voltaire, qui sont les dernières traces humaines de sa présence parmi nous. Et vous allez voir que c'est des présences vivantes encore. Mais en fait, si vous voulez, je n'aborde dans ce livre la Révolution que de façon un peu, je dirais, en filigrane, en parallèle, parce que c'est après mon période. Donc j'ai voulu faire ce soir une communication qui ne soit pas la reprise uniquement de la présentation de mon livre, mais véritablement une rencontre avec le moment révolutionnaire, où on se rend compte en fait que la postérité, le projet postéritique, excusez-moi, le mot n'est pas très joli, mais c'est le seul dont je dispose, le projet postéritique voltairien entre en résonance et en dialogue avec un moment révolutionnaire important, qui est 1791 et la panthéonisation. Alors il y a trois moments de ce dialogue que j'aimerais avec vous analyser ce soir. Le premier moment, c'est évidemment cette panthéonisation, où là, pour le coup, on a réellement un travail de construction, déconstruction du personnage. Et j'utilise le mot personnage au sens de la persona, c'est-à-dire du masque. La réalité de Voltaire n'est pas en cause ce soir. Je ne parle pas de Voltaire, mais de l'image aussi que Voltaire donne. Voltaire lui-même et son secret, c'est une chose sur laquelle on s'échine, on s'épuise depuis bien longtemps. Donc, cette image construite de la postérité voltairienne rencontre à un moment à la fois un programme politique, une ambition politique, et de ce mariage temporel va naître tout un imaginaire, toute une idéologie et toute une utopie. Et là, bon, ce sont les travaux de Paul Ricoeur qui s'intéressent à la façon dont un mouvement d'imaginaire peut produire un changement dans l'idéologie. Et ce transfert de Voltaire au Panthéon est véritablement ce moment matérialisé du passage de l'imaginaire, de la grandeur, par exemple, de la reconnaissance, à la traduction d'un programme politique, d'une idéologie, voire d'une utopie politique. Donc ça, c'est le premier aspect que je vais aborder. Le second qui m'a paru important et intéressant, c'est cette improbable, je dirais, juxtaposition de Voltaire et de Rousseau. Et donc, je vous montrerai que c'est une chose qui est absolument impensable en 78. Rousseau et Voltaire n'agissent pas, ne fonctionnent pas sur le même plan, ni dans le même système. Et c'est même deux systèmes qui s'opposent. Et la force de la Révolution est d'avoir justement rendu cohérentes les oppositions. Ça veut dire que ce qui était blanc et noir est devenu d'un seul coup conjugal, d'une certaine façon. Et la Révolution, par ce tour de force, arrive à juxtaposer Voltaire et Rousseau sur sa cause de prière. Alors l'idée est totalement impensable. Et je terminerai en fait par une réflexion sur le devenir de ce mariage, en quelque sorte, de cette rencontre de la postérité et du moment révolutionnaire,
en essayant de voir comment Voltaire finalement irrigue ensuite, je dirais, l'idéal républicain. Et comment finalement on se retrouve aujourd'hui avec sur les bras une image totalement javélisée de Voltaire, complètement délavée, qui ne signifie plus rien. C'est un Voltaire qui est un couteau suisse en quelque sorte, qu'on utilise à tout propos, et j'essaierai de montrer comment ce lent glissement finalement joue encore sur je dirais, nos représentations aujourd'hui. Donc la Révolution, en déformant à la fois la postérité, en déformant, je dirais, les imaginaires, en jouant sur de nouvelles utopies, a créé un personnage durable, multifacette, dont aujourd'hui encore on assume les conséquences à long terme. Voilà. Donc c'est à peu près les trois objets que j'aimerais aborder. Donc très rapidement, cet objet historiographique, comment s'est-il construit donc, dans mon esprit? C'est un petit peu le hasard qui a fait les choses. Je suis allé en 2012 à Warwick, en Angleterre, pour travailler sur un colloque qui s'appelait Global Communities et qui parlait en fait des circulations matérielles en Europe. Et j'avais eu envie de parler finalement des cadeaux que se faisaient entre eux les Lumières, que ce soit les philosophes ou les philosophes et les monarques. Et donc il y avait une circulation matérielle qui se faisait entre ces personnages et qui avait du sens. Donc à cette occasion, j'ai retrouvé en fait un inventaire, un peu par hasard, aux archives de l'Inde, un inventaire inédit du château de Ferney, qui date de 1785 et qui est en fait le moment de la vente par les Villers à la famille Budet du château de Ferney. Et ça correspond à un moment de faillite de la postérité voltairienne. Donc je l'expliquerai dans ma communication. Et simplement, ce qu'on constate en fait, c'est que cet inventaire, on ne le connaissait pas, et il nous donne à la fois tout l'intérieur du château de Ferney en 85, et également les terres, le domaine qui reste encore finalement d'une pièce autour du château, qui n'est pas si démantelé qu'on le pensait au préalable. Donc je m'étais dit que la première idée était de publier finalement un inventaire un peu commenté, de publier quelque chose qui soit l'inventaire avec un commentaire, et puis je me suis dit que ce n'était pas satisfaisant, que ça ne collait pas, qu'il manquait quelque chose. Et petit à petit s'est construite cette idée qu'une réflexion qui se construirait donc sur l'idée d'une postérité et qui a pris sens ensuite par les recherches que j'ai pu faire notamment à travers la correspondance, à travers aussi les écrits des publicistes de l'époque. Là j'ai trouvé, ça y est, j'ai senti mon sujet. Et j'ai senti que j'avais sur le Ferney un regard qui était assez nouveau, assez inattendu en fait. Donc j'ai relu Ferney finalement à la lumière du concept de postérité. Alors j'aimerais simplement pour débuter essayer avec vous de vous faire sentir ce qu'est la postérité à travers une photo de Linda Hopper qui a été prise à Ferney justement. C'est la lumière du château de Ferney que vous voyez à travers le lucarne. Et je dirais qu'il y a deux objets qui sont bien différents. On a déjà écarté la gloire d'Antoine Vitty, ce n'est pas mon propos. La gloire de Voltaire n'est pas en jeu ce soir. Mais je dirais que je ne traque pas non plus les postérités successives, c'est-à-dire les légendes roses ou les légendes noires de Voltaire. On sait tous qu'il y a une légende rose et une légende noire de Voltaire. Mais ce n'était pas mon propos. Mon propos n'était pas de faire l'inventaire de tous les gens qui se réclament de Voltaire. Parce que pour le coup, j'avais un catalogue absolument incohérent de gens qui se réclament de Voltaire à tort et à travers, que ce soit la société Voltaire, etc., avec des ressorts qui sont parfois absolument incompréhensibles et totalement éloignés du projet fernésien. Donc je me suis tenu à Ferney. Donc si vous voulez, ces légendes noires et roses, ce serait un peu la lumière projetée sur le mur, que vous voyez, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est la lucarne. C'est-à-dire en fait le point de passage de la lumière, la focale que nous donne Voltaire pour interpréter ensuite sa vie. Et il nous organise véritablement un angle du regard, une architecture du regard. Il met en place pour nous une lecture de sa vie. On y entre, on n'y entre pas, on adhère pas, mais il nous la propose. Donc il va nous construire en fait cette focale, cette fenêtre, un côté un peu Windows, mais elle est là et elle est disponible. Et en fait c'est par ce prisme-là qu'il nous invite à le regarder. Donc à travers cette image de Voltaire, parfois par la postérité, j'aimerais simplement aborder directement, sans perdre trop de temps, la première partie, donc la pérégrination de l'imaginaire social au miroir de la révolution du fripon des patriarches. Alors je voulais, un peu en clin d'œil à vous deux, vous proposer le regard que propose Robespierre sur le parti philosophique en 1791, donc on est en mai 91, donc quelques mois après sa panthéonisation en mai 91, donc Robespierre dit cela du parti philosophique dont il considère Voltaire comme étant chef de file.
On lui doit en grande partie cette espèce de philosophie pratique qui, réduisant l'égoïsme en système, regarde la société humaine comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, la probité comme une affaire de goût ou de bienséance, le monde comme le patrimoine des fripons à droite. Donc on a compris, Voltaire, enfin, Robespierre n'aime pas Voltaire. Et si on regarde un peu plus près, on voit qu'il adopte presque totalement le regard que porte Jean-Jacques Rousseau sur le parti philosophique. Et c'est assez intéressant de voir que déjà, les hommes de la Révolution n'étaient absolument pas dupes sur les divisions qui séparaient, je dirais, l'esprit des Lumières, j'ai presque envie de dire les esprits des Lumières. Parce qu'il y a de toute évidence, en fait, entre la panthéonisation et le regard que porte Robespierre sur le parti philosophique, déjà un décalage extrêmement sensible. Donc on voit que les imaginaires sont mobiles à ce moment-là. Alors, je dirais que, pour accentuer encore cela, on pourrait ajouter donc toute l'historiographie des Lumières radicales avec Margaret Jacob et Jonathan Israel, qui fausse encore un peu plus la lecture qu'on peut avoir de Voltaire, à travers l'idée que Voltaire ne serait finalement qu'un conservateur, qu'un sous-produit des Lumières, qu'un tempéré, mais finalement un tempéré qui entre parfaitement en harmonie en 1791 avec, je dirais, cette distance égale tenue entre l'Église et l'athéisme au sein des conflits du parti philosophique. Voltaire est véritablement une sorte de point d'équilibre entre ceux qui pencheraient vers l'athéisme, Helvétius et d'autres, et ceux qui, à la limite, seraient encore un peu du côté de l'Église. Les monarchies également éclairées, avec lesquelles il a parfois des relations malheureuses. Quand Catherine II s'en prend à la Pologne, etc. Bon, il le regrette, il écrit amèrement, j'ai été dupe. Frédéric II, c'est très connu, il était dupe également de cette relation. Donc, finalement, que reste-t-il de Voltaire? En 1791, c'est véritablement un moment d'équilibre où il entre en résonance avec la Révolution française. Et ce moment ne va pas durer. Ensuite, on voit qu'il n'est plus en harmonie. Et les deux premiers à entrer au Panthéon sont, significativement, Mirabeau et Voltaire. Or, Mirabeau est dépanthéonisé, et Voltaire ne l'est pas. Donc là, il y a aussi un problème. Donc, parce qu'en fait, les personnages ne se sont pas construits et déconstruits avec la Révolution de la même manière. Alors, pour aborder... Pour aborder la question de la panthéonisation, donc, on a véritablement ici un moment fondateur d'un imaginaire collectif qui est à la fois producteur d'une idéologie et d'une utopie politique. C'est vraiment l'idée qui est au cœur de ma démonstration ce soir. Ce transfert entre translation, cette translation entre imaginaire et idéologie trouve vraiment sa concrétisation avec le fait de transporter un corps au Panthéon. Transporter un corps, c'est bouger l'imaginaire pour dire quelque chose. Pourquoi Voltaire et quel Voltaire transporte-t-on au Panthéon? Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que, et ce que permet l'historiographie de la postérité, c'est comment Voltaire arrive au Panthéon. On pense que c'est une décision comme ça, politique, mais pas seulement. Il y a derrière tout un travail qui a été fait et dont on ignorait pratiquement tout. Alors, qui est Voltaire d'abord pour ceux de 1791? C'est d'abord quelqu'un qui a tenu tête à l'Église. Et le moment véritablement, je dirais, le nœud qui commence à construire cette réputation, cette postérité de Voltaire, c'est le moment de sa mort. Le moment de la mort de Voltaire est absolument essentiel. C'est une agonie qui dure à peu près 3 semaines, une agonie assez atroce. Voltaire souffre d'un cancer qui est très avancé, et c'est une mort difficile. C'est le contraire de la mort socratique, on va le voir tout à l'heure. C'est vraiment la mort abominable, celle qui vous ramène à votre humanité. Et évidemment, l'Église s'acharne sur Voltaire durant ces 3 semaines pour obtenir de lui une rétractation en bonne et due forme. Alors, notamment les archevêques de Paris et le curé de Saint-Sulpice, donc, qui sont là quotidiennement à essayer d'obtenir de lui une rétractation en bonne et due forme. Ce qui serait catastrophique pour le parti philosophique. Si l'Église obtient une rétractation au dernier moment de Voltaire, c'est tout le système qui s'effondre. Ça veut dire que vis-à-vis de la postérité, ils ne sont pas crédibles.
Donc vous avez Condorcet, d'Alembert et bien d'autres qui vont faire barrage pendant toute l'agonie de Voltaire pour essayer d'empêcher la rétractation du pauvre homme qui se tord de douleur dans un coin. Donc c'est une agonie qui est absolument, et qui est un enjeu pour la postérité. Et aussitôt Voltaire mort et cette rétractation n'étant pas obtenue, on va lancer des légendes, notamment le fameux Voltaire coprophage. Donc on va essayer de détruire Voltaire de toute façon, de toute manière, et n'ayant pas obtenu cela, on va le briser autrement. C'est des combats extrêmement durs. Et donc, le deuxième enjeu, donc, le premier enjeu de cette panthéonisation, c'est un Voltaire qui aurait résisté à l'Église. Le deuxième enjeu, c'est un Voltaire qui a affronté, après sa mort, l'arbitraire du pouvoir. Pas de sépulture. À la limite, une fausse commune. Donc que se passe-t-il? On embaume Voltaire à la va-vite, dans la nuit qui suit sa mort, entre le 31 mai et le 1er juin. C'est atroce ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. La dernière image que nous avons eue du corps de Voltaire, c'est un cadavre, brinque-ballant dans son carrosse, avec un sourire effrayant, puant la mort, et roulant à fond de train vers Célières. Célières, qui est une sorte d'abbaye dont le neveu de Voltaire est le commanditaire et qui accepte à la va-vite de l'enterrer. Donc voilà la dernière image que nous avons de Voltaire quittant Paris dans son carrosse, à moitié, voilà, on l'avait attaché pour que le cadavre ne s'effondre pas en honte. Et donc cette dépouille évacuée presque honteusement, dont personne ne veut, à Paris, personne ne veut du cadavre de Voltaire. 13 ans plus tard, on l'a fait revenir au Panthéon, je dirais de façon absolument héroïque. Que s'est-il passé durant ces 13 ans? Alors ce n'est pas que la Révolution qui a amorcé ce retour. Il s'est passé entre-temps des choses auxquelles on n'avait pas pensé finalement. D'abord, j'aimerais vous présenter, à chaque fois, cette chambre du cœur à Ferney. C'est la chambre de Voltaire. Alors il faut savoir que dès la mort de Voltaire, Madame Denis quitte Ferney avec bonheur, parce qu'elle ne pouvait plus, elle ne supportait plus la vie du froid à Ferney, et donc elle accepte de se débarrasser de la propriété la cède aux époux Villette, qui sont des amis proches de Voltaire. Et le couple Villette vit dans une véritable dévotion à l'égard de Voltaire et organise à Ferney, dans la chambre du philosophe, une sorte de pré-panthéon, une préforme du panthéon. Et donc vous avez autour du cœur de Voltaire, alors Villette littéralement s'est emparé du cœur au moment de la dissection du corps. Il l'a mis dans un boîtier qui se trouve donc aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, et qui d'ailleurs fait encore parler de lui, mais ça on en parlera éventuellement plus tard. Mais simplement, donc, on le place sur un cénotaphe, et autour, on crée une sorte de panthéon privé, avec les portraits des amis chers. Les Villettes encadrent solidement le cénotaphe, et autour vous avez les couronnes, les têtes couronnées. Plus loin, vous avez le parti philosophique. Plus loin encore, vous avez les actrices, qui jouent un rôle important, on verra. Et puis vraiment dans l'alcôve, on a mis Madame Denis. Voilà. Donc on a un véritable panthéon domestique de portraits, auquel s'ajoute véritablement une symbolique de la représentation, c'est-à-dire c'est un univers matériel qui est absolument, je dirais, travaillé, et qui est destiné à faire un fort effet sur Ferney, qui, ne l'oublions pas, est un lieu de pèlerinage. Et donc il s'agit de faire le plus vif effet sur les visiteurs à Ferney, en leur montrant finalement une scène, vraiment une scène de laquelle Voltaire semble sortir à l'instant. Vous avez par exemple, si vous regardez attentivement, la mèche qui vient de s'éteindre, la chandelle qui vient de s'éteindre, vous avez la plume et l'encrier encore posée, et une pendule sur laquelle on a mis négligemment un dé noir. Alors, comment le témoin qui arrive à Ferney perçoit finalement sa visite dans la chambre de Voltaire? Alors on a un témoignage en 1780, donc quelques mois après la mort de Voltaire. On éprouve un attendrissement involontaire lorsqu'on entre dans sa chambre. Elle est conservée telle qu'il l'occupait. C'est complètement faux, elle est complètement remaniée, mais elle donne l'impression que... Et jusqu'à son lit, qui semble encore prêt à la recevoir. On ne s'est pas permis d'y déranger la moindre chose. On se sent surtout frappé d'un saisissement dont on n'est pas maître lorsqu'on jette les yeux sur l'urne funéraire où repose son cœur. Et on n'est pas sûr, en fait. Et sur l'autel est placé un coussin de velours où repose son cœur, symbole de celui qui est dans l'intérieur du monument. C'est complètement faux, il y a une confusion complète. En fait, certains disent même que le cœur n'était pas, qu'il est resté à Paris chez les Villettes sur le quai Voltaire. Donc voilà. Donc, les gens pensent que le cœur de Voltaire est là.
C'est important parce que vous allez voir dans la postérité, la présence ou l'absence du corps physique est essentielle. Dans les représentations et la construction des imaginaires, on n'est pas loin des monstrations du Moyen-Âge, c'est-à-dire la présence du corps du saint. Donc on exhibe le corps de Voltaire. Et c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui. C'est ça qui est assez étonnant. Le cœur de Voltaire est actuellement en analyse. On fait tout un travail dessus pour s'assurer qu'il est bien là, quelquefois qu'il se serait sauvé de son... Voilà. Non, mais c'est très sérieux, vous allez voir. Donc cet ensemble composé de 3 marbres, etc., est placé dans l'intérieur d'une niche drapée de noir, etc., et porte dans l'âme l'idée douloureuse du génie et de la mort. On y lit cette inscription: les mânes sont consolés puisque mon cœur est au milieu de vous. Voilà. Donc on a déjà tout un programme de panthéonisation qui est esquissé dans la chambre du cœur de Ferney. Alors, ce projet mémorial fernésien est un gouffre financier. Ce que démontrent les travaux actuellement, c'est que Voltaire est certainement une des plus grandes fortunes de France. On estime les arrérages de ses rentes à peu près à 175 000 livres par an, ce qui signifie qu'il dispose d'un capital supérieur à 2 millions de livres. C'est une fortune considérable. Je veux dire que la banque, les grands banquiers parisiens de cette époque-là n'ont pas une fortune beaucoup plus importante, sauf certains, je pense à la grande banque du ministre, qui, bon voilà, eux avaient 6 millions, je ne me rappelle plus l'association des deux banquiers, eux sont à 6 millions de capital. Les 2 millions, c'est absolument considérable. Donc Voltaire est une des grosses fortunes françaises. Donc il peut se permettre en fait d'entretenir Ferney à perte, ce que ne peuvent pas faire les Villettes. Donc les Villettes tiennent bon an mal an jusqu'en 85, et puis abandonnent. Ils abandonnent. En plus, il faut savoir qu'à Ferney, je ne développerai pas trop pour ne pas prendre trop de temps, mais Voltaire a vraiment voulu organiser un lieu de pèlerinage. Il a vraiment joué, encore une fois, parce que Voltaire est quelqu'un qui joue de ses apparitions et de ses disparitions. Donc il attire les gens, il les conduit en visite, il leur montre comment il faut voir Ferney, il leur donne à voir Ferney, etc. Et finalement, il initie un mouvement qu'il espère voir perdurer après sa mort, et il avait même prévu, éventuellement, son tombeau même, à la fois dedans et hors de l'église de sa petite église de Ferney. Donc Voltaire avait prévu véritablement un pèlerinage à Ferney, qui se poursuit après sa mort. Les gens arrachent l'écorce des arbres que Voltaire a plantés, les emportent au point de faire mourir les arbres. Les gens découpent les pans du lit de Voltaire quand ils visitent sa chambre. Donc vous voyez, une sorte de fétichisme comme ça qui s'organise. Donc, je vais avancer un petit peu. Donc, d'une part, on a ce premier travail mémoriel par les Villettes qui est fait à Ferney, mais qui rencontre avec la Révolution un second moment fort, qui est la question du droit de propriété. Le transfert à Ferney, parce qu'on espère toujours déterrer Voltaire de Sélières et l'envoyer à Ferney. Il serait finalement au cœur de son lieu de pèlerinage, ce qui ferait de Ferney un mémorial. Et d'ailleurs, le musée Ferney à Ferney-Voltaire ne s'est jamais défait de cette ambivalence. C'est à la fois un musée et un mémorial. Et ils ont toujours cette espèce de double identité dont ils essayent de sortir actuellement parce qu'ils vont faire un projet de restauration complet dans l'état d'origine. Et qui est très discuté finalement. Parce que cette identité de Ferney, c'est justement l'ambivalence entre le musée, la pièce qu'on conserve, et le mémorial. Et c'est un mémorial cassé, puisque les Villettes abandonnent l'idée quelques années plus tard. Et donc le droit de propriété, voilà, on ne peut plus entraîner, on ne peut plus emmener Voltaire à Ferney, parce que Ferney est une propriété privée. Et qu'on ne sait pas ce que peut devenir. Alors, la concession de la chapelle n'est ni perpétuelle, enfin c'est une chapelle domestique, et l'évêque diocésain peut en interdire l'usage. Donc si on enterre Ferney, que deviendra le corps dans quelques années? Mais ce qui est le plus grave, c'est que le même problème se pose à Sélières, puisqu'on va vendre avec les biens nationaux l'abbaye de Sélières, et Voltaire tombera dans le domaine privé. Ça veut dire que sa dépouille n'appartiendra plus au public. Donc évidemment, émotion dans la commune voisine de Romilly qui dit mais il faut déterrer Voltaire et nous le confier. Parce que nous, au moins, on est garant de, je dirais, l'intégrité du corps qui ne disparaîtra pas. C'est une immense angoisse, depuis 2 siècles, la disparition du corps de Voltaire. C'est pour ça qu'on rouvre régulièrement le tombeau pour s'assurer qu'il est bien là. Et donc, Villette à Paris saisit immédiatement la balle au bond, et dans une lettre du 15 mars 91 adressée à Bailly, il soutient la requête du maire de Romilly en ces termes: il est temps que la municipalité de Paris s'occupe de cette translation qui paraît former aujourd'hui le vœu général. Il est temps enfin qu'elle remplisse un devoir sacré envers le génie universel qui a le plus honoré la France, et Paris, où il est né. Donc, aussitôt
Dès 1790, il a fait approuver une motion par le Club des Jacobins en faveur du transfert des cendres à Paris. Un décret de l'Assemblée nationale du 8 mai 1791 répond favorablement à la requête de Villette, autorisant la translation du corps de Voltaire dans l'église paroissiale de Romilly, tandis qu'une pétition s'organise pour réclamer son transfert vers Paris. Elle est envoyée ensuite le même jour au comité de constitution. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à la fois pétition et contre-pétition. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de l'arrivée de Voltaire à Paris, qui ne veulent pas. Alors, il est assez intéressant de voir quels sont leurs arguments. C'est un homme d'esprit versatile. Alors là, je vous ai mis les signatures, mais vous avez le texte qui est... Donc c'est un homme d'esprit versatile, sans loi, sans principe. Serait-il, s'il existait encore, au niveau de la Révolution? On s'interroge sur ce que Voltaire aurait fait. Aurait-il cette immobilité majestueuse, alors là le terme est savoureux, on verra à quoi il fait référence, cette belle attitude d'une âme vraiment libre? Donc évidemment, les arguments fédèrent, et on juge la fête qui consisterait à, donc, qui commence à s'organiser autour du retour des dépouilles de Voltaire, totalement incivique. S'il faut au peuple des diversions, il ne lui en faut que de sages et utiles. Plus loin, la fête de la Fédération n'est-elle pas suffisante? Loin de nous, au reste, l'idée de lui, au peuple, envier d'autres plaisirs, mais il approuvera qu'on ne lui en offre pas d'irreligieux, d'immoraux ou d'impolitiques. Il nous pardonnera de lui épargner une contradiction si manifeste entre sa conduite et sa croyance. Donc là, on exprime aussi ce jeu entre l'imaginaire et la traduction idéologique en permanence. Donc on a bien ici le jeu qui est en place. Alors, la troisième conséquence, donc, Ferney, Paris, qui décide finalement de faire venir les cendres de Voltaire, et la troisième dimension, finalement, c'est la synthèse des deux, c'est d'inscrire Voltaire, le retour des cendres de Voltaire dans un projet politique. Et ce projet politique, évidemment, c'est le cortège qui doit conduire à la panthéonisation. Alors, il faut savoir que cette panthéonisation nous montre, à nous, 2 siècles plus tard, que l'imaginaire révolutionnaire est encore très, très labile, très instable, pas du tout défini, et qu'on est entre le calcul politique maladroit, l'émotion populaire, ça flotte énormément. Par exemple, René Pommeau rappelle que où va-t-on mettre le corps de Voltaire? On ne pense pas tout de suite au Panthéon. On envisage de le mettre, par exemple, dans le socle de la statue de Henri IV sur le Pont-Neuf. D'autres suggèrent le champ de la Fédération ou le rond-point de l'Étoile, c'est-à-dire qu'il sera actuellement notre soldat inconnu. Et donc, il est d'abord, une fois qu'on décide de le panthéoniser, on veut d'abord le placer face à Descartes, ce qui n'a pas exactement le même sens que face à Rousseau. Donc, on compte sur des artistes pour donner un peu d'ampleur au retour des cendres. Donc, Chénier va composer un hymne, David est en charge d'organiser un cortège triomphal, une pompe, comme dirait. Et donc tiré par des chevaux blancs, un sarcophage en porphyre, surmonté d'un lit atlantique sur lequel repose une effigie dénudée de Voltaire, couronnée par une immortalité en bronze. Couronnée par une immortalité en bronze. Vous allez voir que c'est bon. Et donc la Révolution cherche ses repères symboliques. Son imaginaire bouge encore énormément. Donc la cérémonie prévue pour le 11 juillet doit faire écho à celle de la Fédération du 14 juillet précédent. Et elle est encore, je dirais, brûlante d'une actualité, c'est celle de la fuite à Varennes et du retour du roi à Paris, je dirais ce qu'on a appelé le convoi funèbre de la monarchie. Donc vous avez finalement le convoi funèbre de la monarchie qui rentre dans Paris quelques jours plus tôt, et le convoi funèbre auréolé au contraire de gloire de Voltaire qui revient à Paris. Donc vous voyez, il y a ici une sorte de heurt dans les représentations des imaginaires. Alors la procession qui s'ébranle vers Sainte-Geneviève est tout à fait hétéroclite. Il est intéressant de voir de quoi elle est faite. Alors, dans le Moniteur du 13 juillet 91, elle est complètement décrite, et vous allez voir, c'est un inventaire assez à la Prévert, c'est assez étonnant. Ça montre bien l'imaginaire nébuleux qui sert en fait à fédérer l'adhésion la plus composite au principe révolutionnaire. Un détachement de cavalerie, les sapeurs, les tambours, les canonniers, et les jeunes élèves de la garde nationale, la députation des collèges, les sociétés patriotiques avec diverses devises. On a remarqué celle-ci. Qui meurt pour sa patrie, meurt toujours content. Députations nombreuses de tous les bataillons de la garde nationale, groupe armé de Fort de la Halle. Les portraits en relief de Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Mirabeau, Désir,
environnant le buste de Mirabeau, donné par M. Palois à la commune d'Argenteuil. Ces bustes étaient entourés des camarades de Dassas et des citoyens de Varennes et de Nancy. Les ouvriers employés à la démolition de la Bastille, ayant à leur tête M. Palois, portaient des chaînes, des boulets et des cuirasses trouvés lors de la prise de cette forteresse. Sur un brancard était le procès-verbal des électeurs de 1789 et l'insurrection parisienne par M. Dussault. Les citoyens du faubourg Saint-Antoine, portant le drapeau de la Bastille, avec un plan de cette forteresse représenté en relief, et ayant au milieu d'eux une citoyenne en habit d'Amazone, uniforme de la garde nationale, laquelle a assisté au siège de la Bastille et a concouru à sa prise. Un groupe de citoyens armés de piques, dont un était surmonté du bonnet de la liberté, et de cette devise, de ce fer naquit la liberté. Le 83e modèle de la Bastille, destiné pour le département de Paris, porté par les anciens gardes françaises, revêtu de l'habit de ce régiment, la Société des Jacobins, les électeurs de 1789 et 1790, les 100 Suisses et les gardes suisses, députation des théâtres, précédant la statue de Voltaire, entourée de pyramides chargées de médaillons portant les titres de ses principaux ouvrages, la statue d'or, couronnée de lauriers, était portée par des hommes habillés à l'antique. Les académies et les gens de lettres environnaient un coffre d'or renfermant les 70 volumes de ses œuvres, donnés par M. de Beaumarchais. Députation des sections, jeunes artistes, gardes nationaux et officiers municipaux de divers lieux du département de Paris, corps nombreux de musique vocale et instrumentale, venait ensuite le char portant le sarcophage dans lequel était enfermé le cercueil. Immédiatement après, le char venait la députation de l'Assemblée nationale, le département, la municipalité, la cour de cassation, les juges du tribunal de Paris, les juges de paix, le bataillon des vétérans, un corps de cavalerie fermait la marche. Voilà. Ça a duré 8 heures, la procession. Alors, bien. Donc on voit ici on a mis finalement, on a rapporté toutes les pièces possibles d'un imaginaire qui est encore complètement travaillé, mais qui n'est pas du tout arrêté. On voit qu'on associe la prise de la Bastille, le retour de Voltaire, ses œuvres, enfin, à peu près, c'est assez tâtonnant comme construction. Alors, je ne reviendrai pas sur les acquis des travaux de Mona Ozouf et de Jean-Claude Bonnet sur la panthéonisation, qui montre bien toute l'opposition qu'il pourrait y avoir entre le Panthéon d'une part et puis Saint-Denis de l'autre, où d'un côté on ferme les tombes et de l'autre finalement on se tourne vers l'avenir avec un projet, parce que j'y reviendrai un peu plus loin. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette première partie sur cette panthéonisation de Voltaire? Il y a 3 niveaux de lecture qui se détachent. Visiblement, on a la production d'un nouvel imaginaire civique, sur lequel je vais revenir, qui doit contribuer à la construction d'un nouvel ordre idéologique et politique révolutionnaire. Donc le retour de Voltaire s'inscrit dans la construction de cet imaginaire civique qui doit se traduire idéologiquement. Deuxième temps, je dirais que cette idéologie-là est posée sur une seconde strate qui repose sur la croyance des Lumières dans le progrès humain. On met au Panthéon les gens, non pas pour les garder sous globe, mais parce qu'ils représentent un espoir que l'on place dans l'avenir. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et ça, c'est vraiment l'héritage postéritif de la philosophie des Lumières. Et la troisième dimension, finalement, le troisième niveau de lecture, c'est que tout cela s'inscrit dans un changement complet de régime de l'économie de grandeur, c'est-à-dire en fait une révolution postéritique qui est au cœur de l'ouvrage que je viens de terminer. C'est-à-dire que je montre qu'au XVIIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on assiste à une complète révolution de la postérité. Et donc, ce transfert de Voltaire au Panthéon s'inscrit dans cette triple dimension, politique, je dirais, de croyance dans le progrès de l'humanité, et aussi dans une révolution de la postérité. Et ces 3 choses fonctionnent en système. Voilà. Alors j'aborderai maintenant la deuxième partie de ma démonstration. Alors voilà une image qui me paraît totalement improbable. C'est une image très connue, mais voilà, c'est un attelage postéritique hautement improbable. Voltaire et Rousseau. Alors à travers cela, j'aimerais vous parler d'une acculturation et d'une reconstruction du processus de grandeur. Ça veut dire que pour arriver à cette image-là, où on voit 2 hommes marcher ensemble vers le temple de l'immortalité, il y a tout un travail qui a été fait de construction et de déconstruction de représentation. Et c'est un produit à la fois de l'imaginaire, mais qui est évidemment récupéré par l'idéologie, c'est ce que j'ai montré en première partie. Donc, je tiens 2 idées. Donc la première, c'est que la première anamorphose, la première déformation, relève finalement de la production de repères mémoriels collectifs. On ne peut pas associer ces 2 hommes si on ne modifie pas, si on ne change pas les repères mémoriels collectifs. Donc le premier travail de la Révolution, ça sera de reconstruire ces repères mémoriels, notamment lors des fêtes. La deuxième déformation, c'est une acculturation des processus de reconnaissance, de la reconnaissance. On ne reconnaît plus les hommes de la même manière,
et on ne les reconnaît plus pour les mêmes raisons. Et c'est important de le comprendre au moment de la Révolution. Donc, très simplement, pour vous mettre un peu au fait de la relation entre Rousseau et Voltaire, qu'on placerait aujourd'hui à minima sur un pied d'égalité, si ce n'est avec une plus grande préférence aujourd'hui tournée vers Rousseau, évidemment. Mais il faut bien comprendre que notre lecture qu'on a aujourd'hui est totalement en discordance avec la vision qu'en avaient les hommes du XVIIIe siècle. Alors, j'aborderai 3 périodes de la querelle. D'abord, le temps de l'admiration et de l'estime, qui n'est pas réciproque, malheureusement pour Rousseau. Le temps de la brouille, comment elle se construit, et ensuite le temps de la réconciliation, qui est un objet postéritique, c'est-à-dire en fait c'est vraiment la postérité qui instrumentalise cette réconciliation, qui n'a jamais existé. Donc on ne peut pas placer, d'abord, ça je tiens absolument à le dire, Voltaire et Rousseau sur le même plan. Il y a 18 ans d'écart entre les deux hommes, et Voltaire a pour Rousseau un gentil mépris. Pour lui, Voltaire est déjà considéré dans toute l'Europe comme l'égal de Corneille, de Racine. Adam Smith dit de lui le génie le plus universel que la France ait jamais reproduit, et qui se trouve reconnu dans à peu près tous les genres d'écrits, presque l'égal, les plus grands auteurs de l'époque précédente, eux qui se consacraient principalement à un seul genre. C'est-à-dire que Voltaire apparaît au moment de sa mort comme le génie universel, pour toute l'Europe. Voilà. Et donc, Rousseau, il a 18 ans son cadet. Il est d'abord l'admirateur de Voltaire. Il est d'abord quelqu'un à qui il voue une admiration extrêmement sincère. Alors, qui admire-t-il? Parce qu'il y a plusieurs Voltaire. Il admire le tragédien, essentiellement, notamment, mais le tragédien des années 30, 1730, celui de Zahir ou d'Alzire. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Rien de tout ce qu'écrivait Voltaire ne nous échappait. D'ailleurs, Robespierre dit la même chose, avant de descendre le parti philosophique, il dit quand j'étais très jeune, j'admirais Voltaire. C'était mon premier amour littéraire, en quelque sorte. Mais après, j'ai eu des nourritures plus substantielles. Donc, Rousseau dit rien de tout ce qu'écrivait Voltaire ne nous échappait. Le goût que je pris à ces lectures m'inspira le désir d'apprendre à écrire avec élégance et de tâcher d'imiter le beau coloris de cet auteur dont j'étais enchanté. Et il répète à Voltaire son admiration. Et évidemment, je dirais que il nous intéresse quand même de bien comprendre quelle est cette gloire de Voltaire, que l'on confond avec la célébrité. Alors, je dirais que cette gloire de Voltaire a 2 dimensions que vous avez derrière moi à travers 2 images différentes. La première, la plus connue, évidemment, c'est la gloire du dramaturge et le triomphe qui l'attend fin mars 1778 sur la scène du théâtre parisien, où véritablement il fait l'objet d'une hystérie collective. Je ne pourrais que difficilement vous restituer l'atmosphère qui régnait dans le théâtre parisien ce soir-là. Si vous connaissez le festival de Cannes, le jour des grandes... C'était exactement ça. Pour vous donner une idée, du plus loin qu'on a pu apercevoir sa voiture, il s'est élevé un cri de joie universel. Les acclamations, les battements de mains, les transports ont redoublé à mesure qu'il approchait. Plus loin, quand il descend et qu'il arrive dans le théâtre, les femmes surtout se jetaient sur son passage et l'arrêtaient afin de mieux le contempler. On en a vu s'empresser à toucher ses vêtements, et quelques-unes arracher du poil de sa fourrure. Voilà. C'est une sorte de tias bachique, parce que c'est le Voltaire dionysien, finalement. Et c'est un peu ce masque, cette effigie posée sur une scène, sur laquelle on va poser finalement une couronne de laurier, qui n'est pas la première fois, c'est un geste répété. La comédienne Clairon l'a déjà fait 10 ans avant. Parce que Voltaire est en exil, il ne peut pas être à Paris, et donc pour signifier son absence, on couronne un buste. Donc c'est un geste refait, c'est un geste répété. Mais Voltaire est présent dans la salle cette fois-ci, et il refuse par prudence la couronne, parce que c'est un sens antinomique. Donc il refuse la couronne, et la couronne est portée en fait de quelques mauvais vers de Saint-Marc sur la tête du buste. Donc là on a véritablement le Voltaire dionysien. Mais il y a une autre figure de Voltaire qui émerge assez rapidement si on est attentif à l'iconographie. Et c'est l'image que vous avez à droite, à gauche, pardon, c'est parce que évidemment, où là vous avez le Voltaire apollinien qui émerge. C'est apollinien, le Voltaire apollinien. C'est une autre veine de l'iconographie, de la représentation donc de la gloire de Voltaire. C'est l'image du Dieu qui se dissimule derrière le masque de Voltaire. Vous voyez, Voltaire enlève son masque et derrière, c'est Apollon.
Dieu de la vérité, etc. Et là, c'est une autre forme de la gloire, et une gloire qui est tournée vers la postérité. Et les deux formes d'iconographie coexistent, en fait. Alors évidemment, la première est extrêmement célèbre, extrêmement diffusée, etc. Mais il faut savoir qu'elle est aussi la plus fragile, parce que 3 semaines après, la pièce a disparu évidemment du répertoire, et on joue exactement le même amour, la même folie, etc., pour une très mauvaise pièce comique, Jeannot, je ne sais quoi, qui a le même succès, etc. Donc le public parisien est un public chaud. En revanche, cette iconographie beaucoup plus stable du Voltaire apollinien, qu'on retrouve à plusieurs reprises, parce que, et vous avez ensuite, si vous regardez bien, parce qu'il y a des dizaines d'iconographies sur la gloire de Voltaire, et vous avez parfois le mélange des deux. On voit un Voltaire qui est ni apollinien, ni dionysiaque. Vous voyez, une couronne de laurier, une espèce de semi-dieu. Vous voyez, il y a parfois des confusions. Mais néanmoins, on a vraiment ici les deux veines distinctes de la gloire de Voltaire. Et puis, il y a une troisième figure qu'il faudrait prendre en compte, c'est celle qui se trouve également ici à la gauche. C'est en fait la figure qu'en déploie Jean Hubert, le peintre Jean Hubert, qui est un habitué de Ferney, et qui va faire tout un cycle qui est très connu de Voltaire dans son intimité, où il le rend volontiers ridicule. Et Voltaire s'en fâche. Il dit, vous êtes en train de diffuser dans toute l'Europe une image pitoyable de moi. Et il lui répond, parce que Jean Hubert est quelqu'un qui est bardé d'esprit, il lui dit, mais ne vous inquiétez pas, je sais la dose de ridicule qu'il vous faut pour vous rendre célèbre. Et effectivement, je dirais qu'à travers ces pseudo-caricatures, il déploie en fait l'image du patriarche. Et l'image du patriarche devient progressivement, à la fin de la vie de Voltaire, la synthèse de toutes les autres images. C'est ce que dans Christophe Cave et Christophe Paillard appellent le biographème. Ils ont été chercher cette notion-là, le biographème, c'est-à-dire d'un seul coup l'image cristallisée synthétique, plus que reconstruite. C'est-à-dire que toute la focale se condense en une seule image simplifiée, le patriarche, sans qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière. Or, quand on commence à décomposer le patriarche, vous avez l'image dionysiaque, l'image apollinienne, l'image fernésienne qui sont là, qui sont présentes. Et on est absolument inondé par l'image de Voltaire parce qu'elle est synthétique et puissante. Elle est réduite à une seule image, celle du patriarche. Et quand on la décompose, on se rend compte que derrière, il y a bien des processus qui ne sont pas là. Et dernier étage, je dirais, de la pyramide qui nous permet de comprendre cette espèce de gloire absolue de Voltaire, c'est la transfiguration de Romilly, le 9 mai 1791. Vous avez bien suivi l'affaire. On déterre Voltaire de Séguières, on l'amène à Romilly, où il est exposé à la foule. Première monstration. Et là, ce sont des scènes d'un enthousiasme. Les femmes font embrasser le sarcophage, elles n'osent pas dire le cadavre, mais c'est plutôt le cadavre, par leurs enfants. On lui vole un orteil. Oui, ça commence. Chacun veut son bout de Voltaire. Et je dirais qu'on constate, mon Dieu, que le corps est bien conservé, etc. Ça, c'est très important dans la pensée postérique, même moderne, hein, vous allez voir. Donc, on comprend ici qu'à ce moment-là, que Voltaire est transfiguré en saint laïc en 1791 et qu'il est transporté comme tel à Paris, avec d'abord une station à l'emplacement, à l'ancien emplacement de la Bastille, où il a été enfermé, où on met des fers au pied de son cercueil, en disant voilà, etc. Alors, maintenant qu'on sait qui est Voltaire, alors justement l'image que vous voyez à côté est une image intéressante, je la commenterai juste comme ça un peu pour vous expliquer que notre rapport au corps de Voltaire n'est pas apaisé du tout. Donc, le cœur de Voltaire, qui est ici, donc, termine sa course à la BNF, à la Bibliothèque nationale. Et on s'assure qu'il est bien là. Ça, c'est une chose qui revient épisodiquement. On s'assure qu'il est bien là et on le sort. Et il y a cette photo, on voit le ministre de l'Instruction qui est là. Et ce qui est intéressant, on le voit mal sur la photo petite, mais on voit le regard des gens absolument ébahis. Et en 2011, on déplace la statue de Voltaire, parce que le cœur de Voltaire est passé dans la statue de Houdon. Vous savez, Voltaire assis, qui est au premier étage. Une odeur se dégage. Ça y est, Voltaire est encore vivant, il émane encore de ses restes quelque chose. Donc aussitôt, enquête, on sort le cœur, qui est dans une boîte en vermeil, à l'intérieur donc du plomb, etc. Et il est en enquête depuis 2-3 ans maintenant. Vous voyez, on a besoin de savoir si Voltaire est toujours parmi nous. C'est une chose qui... De la même manière, on a brisé les sarcophages du Panthéon. À la fin du 19e siècle, je crois que c'est en 1895, on veut s'assurer qu'ils sont bien là. Parce qu'il y a encore une rumeur qui a couru qu'au moment de la restauration, on aurait vidé les cercueils et on se serait débarrassé de débris.
Donc toute l'académie et l'université est présente pour s'assurer, et on constate que le corps de Rousseau est parfaitement conservé, paisible, et que celui de Voltaire est horriblement agité, que tous les autres sont en désordre. Après, le convoi qu'on a vu, c'est tout à fait naturel. Et donc, il en résulte l'année suivante, c'est évidemment, c'est le reflet de leur philosophie. Ah non, mais je ne plaisante pas, vous lisez, on dit voilà, Voltaire est un agité, Rousseau est une philosophie plus sage. Le corps en son reflet. C'est intéressant que le rapport au corps donne. C'est désarmant. C'est désarmant. Et je vous raconte pas l'histoire du cerveau qui est perdu. On a perdu le cerveau de Voltaire, qui était à la Comédie Française, parce que personne n'en voulait. Voilà. Donc c'est une autre histoire. Je reviens maintenant à la jeunesse de la brouille progressive. Vous avez compris que Voltaire est véritablement une gloire intouchable en fait, pour Rousseau. Et clairement, pour Voltaire, Rousseau n'est pas un rival. Il faut intégrer cette idée-là. Rousseau n'est pas un rival. C'est un allié modeste et peu fiable du plan philosophique. Et c'est ça qui va initier la brouille entre les deux hommes. C'est qu'il le juge non fiable. Et ça va aller, je dirais, de mal en pire en quelque sorte. Voltaire ne lui épargne rien. Il le vilipende volontiers. Il trouve que le contrat asocial, comme il le dit, est un ouvrage obscur et mal digéré. Il le moque, il dit que les lettres écrites de la montagne sont un mortel ennui, il le tourne en dérision avec Lénine dans ses finis de la littérature française, et pour lui ses adversaires sont ailleurs. Il redoute Piron par exemple, qui voit en lui le plus grand pygmée du monde, et le déchire dans sa comédie du Métronome. Donc pour Voltaire, c'est l'adversaire, c'est Piron, c'est pas du tout Rousseau. Et puis la brouille va en dégénérant à partir des années 50, 1750, et les causes sont multiples. Rousseau s'éloigne du parti philosophique. En plus, il y a la brouille à Genève, où Voltaire et Rousseau se font vraiment de mauvais coups, puisque Voltaire veut faire interdire Rousseau à Genève, qui est sa patrie quand même d'origine. Rousseau dénonce le théâtre à Genève, donc vraiment la correspondance devient querelleuse, jusqu'à cette fameuse lettre du 17 juin 1760, qui est entamé par un retentissant « Je vous aime point ». Rousseau dit « Je vous aime ». Et là, ensuite, Voltaire devient méchant, parce qu'il sait être méchant. Voltaire a aussi cette petite âme qui consiste à... Et là, il l'appellera désormais le bâtard du chien de Diogène. En 1761, il le considère toujours comme un écrivain à la mode, et s'étonne que d'Alembert puisse le qualifier de grand homme. Il dit « Mais l'auteur de la nouvelle Héloïse n'est qu'un polisson malfaisant. Cet archi-fou écrit contre les spectacles après avoir fait une mauvaise comédie. Il écrit contre la France qui le nourrit. Il trouve 4 ou 5 douves pourries du tonneau de Diogène et il se met dedans pour aboyer. J'ignore comment vous avez pu appeler du nom de grand homme un charlatan qui n'est connu que par des paradoxes et une conduite coupable. » Voilà. Alors, ce n'est pas un ennemi, même si le ton paraît un peu dur. Et cela peut peut-être vous étonner, mais il apparaît que Voltaire ménage Rousseau, notamment vis-à-vis du parti philosophique. Ne lynchez pas Rousseau. Ok, c'est un inconséquent, il est fou, mais ne le lynchez pas. Je vous épargne son jugement sur l'Émile et sur la nouvelle voilà. Mais néanmoins, il souhaite l'épargner. Et ça, c'est assez étonnant, et jusqu'à très tard dans ses écrits, dans sa correspondance. En revanche, Rousseau, lui, s'éloigne définitivement du parti philosophique, et de façon extrêmement claire, il ne s'en cache pas. C'est ce qui va encore en plus, je dirais, cristalliser la colère de Voltaire. Je regardais tous ces braves écrivains, donc Rousseau parle du parti philosophique, comme des hommes modestes, sages, vertueux, irréprochables, vous les imaginez comme tels. Je me formais de leur commerce des idées angéliques, et je n'aurais approché de la maison de l'un d'eux que comme d'un sanctuaire. Enfin, je les ai vus. Ce préjugé puéril s'est dissipé. C'est la seule erreur dont il m'est guéri. Bon, plus loin dans l'Émile, il écrit « Je consultais les philosophes, et je les trouvais tous fiers, affirmatifs, n'ignorant rien, ne pouvant rien, se moquant les uns des autres. Et ce point commun à tous me paraît le seul sur lequel ils aient tous raison. Triomphants quand ils attaquent, ils sont sans vigueur en se défendant. Si vous pesez leur raison, ils n'en ont que pour détruire. Si vous comptez les voix, chacun est réduit à la sienne. Ils ne s'accordent que pour se disputer. À les entendre, ne les prendrait-on pas pour une troupe de charlatans qui crient chacun de son côté sur une place publique « Venez à moi, c'est moi seul qui ne me trompe pas ».
Et là, on comprend bien également le regard que porte Robespierre sur Voltaire et sur le parti philosophique. Rousseau est véritablement en rupture du parti philosophique dans lequel il ne se reconnaît pas, et on verra plus tard pour quelle raison. On verra également pour quelle raison. En vérité, les deux hommes se connaissent mal. Voltaire n'a pas pu lire ni les Confessions, ni les Rêveries du Premier solitaire qui ne sortent en 1782. Et Rousseau, lui, ne connaît pas du tout les écrits philosophiques ni les écrits tardifs de Voltaire. Donc les deux hommes, finalement, sont restés sur une image un peu figée qu'ils ont l'un de l'autre. Et donc Voltaire, qui est absolument soucieux de l'unité du clan philosophique, essaye toujours d'être donc compréhensif, indulgent à l'égard de Rousseau. Par exemple, il écrit « Jean-Jacques Rousseau, qui pense être cynique, et n'est finalement qu'un inconséquent et ridicule. » Voilà. Donc épargne. Alors, comment émerge cette réconciliation entre les deux hommes? Rousseau écrit « La seule chose qui compte encore à mes yeux, vous allez voir que l'idée postéritique, l'objet de la postérité, n'est pas sur le plan historiographique intéressant. La seule chose qui compte encore à mes yeux n'est pas ma réputation parmi mes contemporains, dont je ne me soucie guère. Mais la seule gloire qui jamais ait touché mon cœur, l'honneur que j'attends de la postérité qu'elle me rendra, parce qu'il m'est dû et que la postérité est toujours juste. » Vous voyez, tout cela tient sur un seul fil, c'est-à-dire toute leur vie étendue sur un seul fil, c'est le regard qu'on portera sur eux. Et Diderot n'écrit pas autre chose. Dans une correspondance avec Falconet qui fait 25 pages, ils se disputent tous les deux sur le sens qu'ils donneront à la postérité. Donc Voltaire, Rousseau, Diderot, on les retrouve tous autour du même objet, la postérité, qui nous avait complètement échappé du champ historiographique. Vous ne voyez pas ça. Alors, finalement, comment la Révolution parvient à faire ce tour de force, c'est-à-dire à concilier deux hommes qui n'ont véritablement rien à faire ensemble? Je veux dire, on ne peut pas les mettre sur un plan. Si on regarde bien, Voltaire s'inscrit dans une archéologie d'affiliation du génie, depuis Corneille et Racine et même au-delà. Donc Voltaire est l'héritier, en quelque sorte. Tandis que Rousseau, lui, s'inscrit dans une généalogie troublante, issue de sa propre exploration intime. C'est-à-dire que Rousseau se génère lui-même, tandis que Voltaire est l'héritier. Et ces deux façons d'être construisent deux postérités qui sont opposées, en quelque sorte, mais qui sont complémentaires aux yeux de la Révolution. C'est-à-dire qu'on a une postérité par l'extérieur, Voltaire, et par l'intérieur, Rousseau. On a à la fois l'introspection d'un côté, chez Rousseau, mais également l'engagement chez Voltaire, avec les Calas, etc. On a la solitude d'un côté et le clan de l'autre. La persécution d'un côté, le combat de l'autre. La transparence et l'innocence du côté de Rousseau, le travestissement et la ruse du côté de Voltaire. Donc finalement, ces deux régimes postériques fusionnent en un seul, et quand ces deux hommes rentrent, c'est tout le système qui est finalement verrouillé. On a les deux faces. Voilà. Alors, de même, l'interprétation de l'œuvre sur un plan postéritique prend, si on relit, en partie, je parle de tout, mais j'ai relu en partie, on voit complètement une relecture complémentaire des deux œuvres. Par exemple, chez Rousseau, dans son œuvre, il y a une cartographie de la perfidie sociale des hommes, qui lui deviennent progressivement étrangers, ce qui lui a valu l'accusation d'être un fou, d'être un malade, qui ne pouvait pas vivre avec ses contemporains. Mais il y a vraiment ce sentiment de la perfidie sociale des hommes. Tandis que chez Voltaire, au contraire, on a cette volonté finalement d'intervenir dans la société, de jouer un rôle. On ne se coupe pas, on n'est pas étranger à la société, on y vit, on y est, et on y participe. Donc, Voltaire ne compte pas sur l'intercession improbable d'un cœur pur à venir qui le comprendrait, qui suffirait finalement à son bonheur. Voltaire est véritablement dans le combat. Et notamment, des œuvres comme les Mémoires ou le commentaire historique sont des préécritures biographiques. Alors, autant Rousseau, à travers les Confessions, écrit une écriture intime de lui-même, il se révèle, il se dévoile, autant Voltaire a la démarche complètement inverse. Il triche, il truque, il donne les documents. Il dit c'est comme ça qu'il va falloir me lire. Rappelez-vous la fenêtre du départ, c'est la grille d'interprétation que je vous donne. Et il choisit les documents qu'il transmet. Donc en fait, ces biographies, ces autobiographies en quelque sorte, qui ne sont pas des autobiographies au sens rousseauiste du terme, c'est véritablement une écriture, une préécriture préventive, combative et conservatoire contre tous ces adversaires qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils meurent pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Donc il laisse des traces pour la postérité également. Donc deux démarches qui sont totalement opposées. Alors voilà, on arrive au cœur du
problème qui est celui de la révolution postéritique. Qu'est-ce que c'est que cette révolution de la postérité de la deuxième moitié du XVIIIe siècle? Et là, on voit deux images qui vont vous le faire sentir de façon immédiate, même si la première est postérieure à la seconde, mais néanmoins, on a deux régimes postéritiques qui s'opposent. Celui d'un Socrate, qui lève le bras vers le ciel et qui accepte la ciguë que la cité lui tend, il va donc boire le poison et mourir en philosophe. Et de l'autre, vous avez Voltaire, qui lève la plume vers le ciel et qui choisit finalement la famille Calas qui l'entoure. Si l'un choisit la mort, et la mort dans la dignité et la grandeur, Voltaire lui choisit l'engagement dans la vie. Donc deux voies de la postérité et une rupture avec l'ancien régime postéritique. C'est-à-dire que les hommes célèbres de Le Mans, vous savez, c'est le De Viribus Illustribus, sur lequel on est tous un peu transpirés quand on était là, eh bien voilà, c'est terminé, c'est fini. La grande vertu immuable, etc., comme on voyait encore pendant la Révolution, serait-il un objet mobile dans la Révolution, etc. Voltaire écarte ça. Il considère que l'intellectuel est engagé dans un contexte et qu'il a raisonné, à réagir en fonction des choses qui l'atteignent et le monde dans lequel il se trouve. Et là, vous avez véritablement les deux régimes postéritiques qui sont mis en évidence à travers ces deux, plus qu'un long discours, je dirais que ces images parlent. Donc d'un côté, vous avez cette révolution de la postérité, c'est la désymbolisation de la figure sacrifiée du saint philosophe, et l'héroïsation par la figure résistante, finalement, du saint laïque, c'est-à-dire du personnage engagé dans la société. Mais attention, parce que cette nouvelle postérité, elle s'inscrit toujours en synchronie avec une opinion publique. Ça veut dire qu'elle n'est possible que si l'opinion publique la soutient. Et Voltaire comprend très vite que pour gagner une cause, il faut gagner à sa cause l'opinion publique. Donc ce n'est pas du tout une vérité qui serait détachée du monde, au sens platonicien du terme, c'est-à-dire un philosophe qui contemplerait sa vertu, il choisirait de se détacher du monde, mais vraiment quelqu'un qui est immergé dans les contradictions de sa société, qui les combat, qui lutte avec ses propres contradictions à lui. Et donc là, on a véritablement un tout nouveau régime postéritique. Donc, Voltaire, finalement, trouve sa voie progressivement. Alors, à Ferney, il travaille considérablement, il travaille à peu près 14 heures par jour, tous les jours. Il écrit considérablement. Je peux vous garantir que je ne sais pas comment il a pu parvenir à écrire tout ce qu'il a écrit en 20 ans. C'est absolument considérable. Je ne sais pas, il a réécrit ses œuvres plusieurs fois, parce qu'il n'en est pas content. Et il les adapte sans arrêt aux circonstances, au contexte, etc. Il a inventé, finalement, pas inventé, mais pour lui, dans sa pratique d'écriture, le monde philosophique. 58, d'ailleurs, au moment où il s'installe à Ferney, il s'est candidat. Donc c'est véritablement un tournant dans son écriture, dans sa façon de considérer, et sa façon d'être au monde, et sa façon d'écrire la philosophie, son engagement. Et pour terminer, donc simplement pour dire, mais progressivement, il comprend que la valeur qui restera, c'est celle de la justice. Et donc il se choisit de combattre pour la justice, pour laisser sa trace dans la postérité. Et de plus en plus, il va suivre des affaires, toutes ne sont pas absolument pures. Si sur les Calas, on peut, sur l'affaire Sirven, c'est déjà plus délicat. Le chevalier de la Barre, il a eu très peur, très peur. Il a tremblé, parce qu'on disait que le chevalier de la Barre avait brandi l'ouvrage de Voltaire. Il se sentait sur le point d'être accusé. Donc, voilà. Donc il hésite longtemps avant de s'engager dans une affaire. Mais quand il s'y engage, il gagne à sa cause l'opinion publique. Je vais aller vite maintenant, parce que je parle, j'ai combien de temps à peu près? Je ne veux pas être trop long, hein. Je vais accélérer un petit peu. Alors, finalement, comment la Révolution parvient à ce tour de force de concilier ces deux versants et ces deux époques postéritiques? C'est finalement par la notion d'utilité sociale. La postérité devient utilitaire, sociale et civique. Et là, finalement, il y a vraiment un ajustement qui se met en place, cette révolution postéritique, cette pensée des Lumières qui vise l'avenir, qui cherche la postérité, et puis évidemment les nouveaux horizons politiques et sociaux. Il y a un ajustement, quelque chose qui se met en perspective et qui fonctionne. Alors, l'utilité sociale de la pensée de Rousseau devient évidente, elle s'impose, et c'est comme ça que la promotion du personnage le fait passer devant Voltaire. Mais on conserve Voltaire. Qui apparaît finalement comme une figure de la modération. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Je me ferai taper sur les doigts si Michel était là. On ne parle pas de modération en Révolution. C'est une figure qui apparaît conservatrice, conciliante. Voilà. Alors,
On a bien compris que tout cela repose sur l'acculturation des repères initiaux. Voltaire lui se voyait comme un grand tragédien. Il pensait rester dans la mémoire de la postérité comme tragédien. Or, pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'on le connaît aujourd'hui. Il était terrifié par l'idée qu'on prenne en compte les divisions au sein du parti philosophique. Or, aujourd'hui, le séminaire d'aujourd'hui s'appelle bien l'esprit au singulier des Lumières. On parle bien du siècle des Lumières, avec un glissement qui est intéressant, parce que Voltaire pensait qu'on parlerait du siècle de Voltaire. Or, on parle du siècle des Lumières. C'est assez vexant. Ah, il ne l'aurait pas aimé du tout. Il en aurait été très vexé. Donc, on a ici, et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, toujours dans le glissage sémantique, on ne parle même plus du siècle de Voltaire, mais du pays de Voltaire. Voilà. Donc, la France est pays de Voltaire. C'est assez étonnant ce glissement, ça montre bien comment la postérité s'accommode finalement de ces figures postéritaires. Donc on a une célébrité qui est fonctionnelle, civique, et une transformation du discours sur les économies de grandeur. Donc on a un nouvel imaginaire du pouvoir, alors je passe sur le détail. Je dirais que pour aller à l'essentiel et pour terminer, pour ne pas être trop long, la Révolution absorbe Voltaire comme Rousseau dans un nouvel imaginaire fonctionnel civique, qui est producteur d'idéologie, on l'a vu, et tendu par une utopie humaniste de la perfectibilité de l'homme et de la société. Donc, on arrive progressivement à avoir, après la déconstruction, une construction de plus en plus pixelisée de Voltaire, c'est de plus en plus précise. On voit les images qui se mettent en place, toutes les mémoires qui ont concouru à forger une image unique, celle du patriarche, puis celle du panthéonisé. Et ces images se transportent les unes les autres, mais toujours dans la synthèse de ce qu'elles sont, c'est-à-dire en fait en biographème. Biographème, c'est cette image condensée synthétique immédiate. Et je voudrais simplement terminer par ma troisième partie, en abordant donc du régime de la candeur dans la Révolution de ce père Voltaire. Alors, simplement, vous l'avez bien senti, on est passé d'une postérité unidimensionnelle, c'est-à-dire un homme avec une vertu, une qualité, à je dirais, ce qu'on appellerait la nouvelle universalité de l'homme. Et on voit émerger dans ce système, à la fois la révolution postéritique et sa réception par la révolution, tout un nouvel idéal de l'homme, toute une nouvelle projection philosophique qui repose à la fois sur l'excellence et, je dirais, et la singularité, pour reprendre les termes de Nathalie Alnich. Donc c'est ce qu'elle appelle finalement le moment de la postérité démocratique, finalement, qui émerge. Même si on peut discuter certains aspects de cela, mais c'est un peu... Donc l'émergence du concept d'homme s'impose durablement comme une catégorie de pensée pour penser le monde, et qui se substitue à la vertu immuable des anciens, à Dieu et au roi. Donc finalement, Voltaire triomphe d'une certaine manière. Alors, j'aimerais simplement qu'on suive le fil. Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui dans la République de ce moment de rencontre entre la postérité de Voltaire et le travail, je dirais, politique de construction idéologique. Alors j'aimerais vous lire, si vous permettez, un passage de mon bouquin. Dans les stations-service des années 60, dans les éditions limitées de timbres et de monnaies d'argent, dans les tirages abyssaux de chromos, gravures et dessins en tout genre, sur les billets de banque et les pièces les plus populaires, de 10 et de 5 francs, sur les plaques des innombrables places, rues, boulevards et résidences, dans les occurrences sur Internet, 39 millions de résultats en 0,4 secondes, dans les institutions culturelles et éducatives, dans l'art contemporain, sur la coque des navires de guerre, sur un astéroïde dans une petite ville du Dakota du Nord, le nom et le visage de Voltaire sont partout, jusqu'à saturation de la mémoire. Une plume et une perruque poudrée, encadrant un visage sans âge, suffisent à l'évoquer. Buste en plastique moulé, porte-clés, couverture de réédition poche bon marché, bandeau accrocheur, des revues à grand tirage, tête de pipe en bois sculpté en bruyère garantie, miniatures et médaillons en plâtre, en terre cuite, en biscuit, en cuivre, statuettes de bronze, de régul, de plomb, caricatures humoristiques et polissoles, cartes postales anciennes, images publicitaires de Liebig, reproductions bon marché de portraits célèbres, images vignettes Panini pour enfants à collectionner et étiquettes de Bordeaux, figurines plastiques des paquets de café Mocarex, publicité pour stylo plume, régime amaigrissant, ou maison Poitevine de nouveautés en lingerie, je vous jure que c'est vrai. Bon point chromo des chocolats Poulain et Révillon, bac de cigares Alvaro, objets maçonniques enfin, les marchés spéculatifs des éditions anciennes et des autographes.
Si la voltairophilie n'existe guère officiellement, l'effigie du philosophe traverse toutes les collections, à portée de toutes les bourses et de tous les milieux sociaux. Les postérités de Voltaire ne sont en réalité guère réductibles au seul process d'iconisation observé précédemment. Si les représentations d'un Guevara, d'un Mao, d'une Marilyn ou de quelques stars contemporaines se condensent dans l'archétype d'une image unique, parallèlement, les multiples visages de Voltaire n'en finissent pas d'irriguer les imaginaires de postérité opportune. Les formes de l'épiphanie sont toujours ajustées à leurs attentes. Ici le patriarche, là l'auteur dans la force de l'âge, les uns mobilisant le regard protecteur et compatissant de l'homme âgé, les autres l'éclat cynique et toute l'ironie de l'expression. Ce Voltaire multiservice connaît une postérité en couteau suisse, véritable vulgate de la mémoire collective, sous-produit postéritique issu de la rencontre improbable et du long cheminement d'un consensus politico-institutionnel et du conformisme médiatico-consumériste, de cette attitude patiemment héritée de la Société des Lumières d'absorber du singulier pour chier du même, selon les termes de Gilles Châtelet. Le Voltaire de la réclame est vide, portrait commémoratif de centenaires, bicentenaires et tricentenaires, sur timbre-poste aseptisé et monnaie d'argent à tirage confidentiel, carte postale de la façade du château à Ferney, de la chambre substituée, du tombeau panthéonisé, des innombrables statues de Voltaire et du chef-d'œuvre de Houdon, image dans image, authentique mise en abîme muette des processus postérétiques successifs. La postérité contemple la postérité qui contemple la vie. Pour conclure, nous sommes uniquement ce que nous font les objets qui nous environnent. C'est Helvétius qui dit ça, dans un matérialisme sensualiste qui lui revient bien. Et le sujet Voltaire est devenu objet postéritique et mythe au sens martien du terme. La rencontre du projet postéritique voltairien, du programme propagandiste de 1791, forme la matrice efficace d'une iconographie révolutionnaire durable. Cette postérité filigranée de Voltaire n'est plus seulement un vaste système de moyens assignés à des fins spécifiques, politiques, sociales ou religieuses, mais devient bientôt une forme autonome de production idéologique, la tolérance, et d'utopie sacralisée, la liberté, déclinée des imaginaires collectifs. Cette opération décisive autorise une mise en cohérence des traditions héritées du passé avec les attentes tournées vers le futur par un ancrage dans les causes idéologiques présentes. Le présent devient le levier autour duquel se négocie le passé et l'avenir, tandis que l'image diluée de Voltaire se transfigure en concept. Toute une représentation candide de l'histoire, du sens du progrès humain, de l'idée même de la modernité coagule un état transitoire des imaginaires. La postérité substituée de l'homme devient celle de l'idée, par un raccourci paradigmatique saisissant, autant que discutable. Qui voit Voltaire voit désormais la tolérance ou la liberté. Je vous remercie.